Cette section 899 s'appelle la loi sur la revanche. C'est un élément de l'OBB aux États-Unis qui prévoit d'imposer pendant 4 ans une surtaxe à une entreprise étrangère qui réalise du business, qui est installée aux États-Unis, si elle a le malheur d'être originaire d'un autre pays du monde qui, lui, a décidé de mettre en place des taxes directement prévues et imaginées pour cibler des entreprises américaines. Alors l'exemple typique, c'est bien sûr la taxe GAFA en France ou alors les réglementations type DMA ou DSA au niveau européen pour réguler les activités numériques principalement américaines. Guillaume Dard, cet article 899 est-il une menace ? Vous vous souvenez d'il y a 2 mois, début avril, le jour où le mercredi d'avril où Trump a changé et a tourné Kazakh immédiatement. À 9 avril. Eh bien, c'était parce qu'il y avait à la fois le débat sur les droits de douane et de l'autre côté, on sentait poindre l'envie des Américains à travers notamment cet article, mais je ne sais pas si l'article sur le withholding tax, c'est-à-dire de mettre une taxe financière sur tous les profits effectués aux États-Unis sur vos titres, c'est-à-dire que si vous avez des emprunts américains, qu'on va retenir une partie de votre argent, même chose sur vos dividendes, et je ne sais pas si c'est exactement dans le 899. Je crois que ça y figure également, notamment les dividendes, oui, absolument. Et ça, c'est très important, parce qu'au fond, si d'un côté, ils veulent gagner la guerre commerciale, et de l'autre, ils veulent, alors qu'ils sont pour l'instant dépendants du reste du monde pour être financés, s'ils repoussent ce financement en le taxant, ça a des effets absolument catastrophiques. Donc, je pense que là, c'est de nouveau une bombe dégoupillée. Est-ce qu'il la sortira ? Il la sortira pas. On voit très bien le pitch que pourrait faire Donald Trump. Il dit « You know, the Japanese people, they're nice, but they're not so nice. Il faut qu'on leur paye 150 milliards de dollars d'intérêts par an. » Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que on va pas tout leur donner, on va en garder une partie. Ou alors, il faudrait qu'ils acceptent d'avoir des obligations à 0% à 100 ans. Et les fameuses 0% à 100 ans c'est là, qui avaient été imaginées. L'idée du Jean-Pierre, comment s'appelle l'économiste là Stéphane Miran. Voilà, Stéphane Miran. Qui avait imaginé effectivement une sorte de switch vers des obligues à 100 ans non rémunérés. Et là, pour l'instant, le marché, il est dans le taco, c'est-à-dire Trump always chickens out. C'est-à-dire que Trump se dégonfle à chaque fois, il lance des idées, mais il ne les assume pas. Donc c'est pour ça que le marché ne considère pas ça, mais si on le considère au pied de la lettre, c'est une bombe, une bombe nucléaire. Jean-Pierre, effectivement, on peut imaginer que moi je suis une multinationale, je m'appelle LVMH, je réalise L'Oréal et je réalise une bonne partie de mon activité aux États-Unis. En fait, ça m'inquiète davantage que les droits de douane. Cette histoire-là, si ça va jusqu'à surtout le financier, Nicolas. Ça dépend. Si tu exportes beaucoup aux États-Unis, tu es quand même touché par les droits de douane. On est d'accord. Exportation de biens manufacturés. Bon, après. Alors, d'abord, c'est intéressant parce que les investisseurs étrangers n'ont jamais autant possédé d'actions américaines. Parce qu'en fait, cette mesure-là touche les revenus de capitaux, c'est-à-dire les dividendes, les loyers ou les revenus d'intérêt sur les prêts. Alors les obligations, surtout les obligations du Trésor, ne semblent pas, je dis ne semblent pas, en fonction de tout ce que j'ai pu rechercher là-dessus, ne semblent pas touchées. Pour l'instant. Ouais, d'accord. Il ne le fera pas. Il faudrait mieux pas. Non, mais parce je suis que là, un peu de l'avis de... Alors c'est important parce que jamais le marché action américain n'a été aussi pénétré par les non-résidents. Aujourd'hui, on a les non-résidents européens, japonais, chinois, enfin, etc., qui possèdent un peu plus de 20% du marché action américain. Le marché action américain est évidemment le marché action le plus important. C'est énorme, 20%. Ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire. Et juste pour donner un ordre de grandeur, il y a 30 ans, c'était environ à 5%. Voilà, donc il a explosé en partie parce que la performance du marché américain était largement supérieure à celle des Mais revenons à ce pays 899 du Alors, coup. je reviens à ce 899. Voilà. Quand tu as, donc ça doit représenter environ 16 500 milliards de dollars d'actions possédées par des non-résidents. Soit 20% du marché. Okay. Donc tu vois, tu vas de 5 à 20, tu as un impact non seulement effectivement sur la rémunération des investisseurs, mais tu as même un impact sur le marché action global. Un impact de 4 à 5% de baisse du marché action. Mais ça, à la limite, c'est marginal par rapport à ce que vont subir les actionnaires étrangers. Plus, évidemment, les boîtes qui sont implantées. Alors,
Alors déjà, ça a tout un tas de conséquences potentielles. Les boîtes qui distribuent beaucoup de dividendes vont être sanctionnées. Et ça va avoir, par exemple, les utilities, l'énergie aux États-Unis versent beaucoup de dividendes. Les autres, elles ont tendance à faire des rachats d'actions, comme la tech. Et donc, ça favoriserait plutôt les boîtes qui font des rachats d'actions au détriment de celles qui distribuent des dividendes. L'autre chose très importante, c'est qu'il y a des secteurs qui sont très implantés aux États-Unis. Les secteurs européens, enfin des boîtes européennes qui sont très implantées aux États-Unis, comme les télécoms, par exemple. Ah bah, eux vont subir un peu plus. Alors moi, j'y crois pas trop à ce truc-là. Vous êtes trois à ne pas y croire, en fait. Voilà. Enfin, on parle d'un sujet auquel on ne croit pas. Bon. D'abord, le truc est passé. Il faut laisser parler de Dany. Hein. Merci. D'extrême justesse à la Chambre des représentants. Ouais. Est passé d'une voix. Je rappelle que les sénateurs républicains n'ont que 3 voix d'avance au Sénat. Il faut que ça soit voté de la même façon au Sénat. Et j'ajoute que c'est complètement contradictoire avec l'objectif de Trump de ramener les investissements étrangers aux États-Unis. Donc, au total, ça me paraît pas fiable. Ça ressemble à une bombe, comme disait Guillaume Dard, et Dany Lang, ça ressemble à une mesure contre-productive. Je ne suis pas... je n'ai pas parlé parce que tout simplement, je suis en accord avec ce que vous disiez. De toute façon, ça fait partie des choses que fait Trump. Vous vous souvenez, Nicolas, je vous ai dit au début, quand il a pris le pouvoir, qu'il allait mettre l'économie américaine dans un sale état, ça y est, on y est déjà. Et donc, et il en rajoute encore. Donc, moi, je ne crois pas qu'il ira jusqu'à mettre ça sur les emprunts d'État américains, parce que ce serait la connerie des conneries. Mais enfin, il en est capable. Disons que on a vu qu'en quelques mois, comment il a pris un ensemble de mesures qui ont complètement dégradé la conjoncture aux États-Unis. En plus, il est en train de décrédibiliser une mesure légitime pour les politiques industrielles qui s'appelle le protectionnisme ciblé. Donc, j'espère qu'il n'ira pas jusqu'au bout, mais il en est capable. Et vous aviez raison de souligner que le vrai problème, ça va concerner les dividendes et pas les rachats d'actions. Donc, ça va pousser les entreprises à faire des rachats d'actions, ce qui est toujours problématique. Donc, bref, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment, je pense que la raison l'emporte dans ce genre de truc, quand on se rend compte que... remarquer, on a été capable chez nous souvent de faire des choix. La raison, je ne suis pas sûr que c'est largement... à part M. Miran, il n'y a pas beaucoup d'économistes qui soutiennent intellectuellement ce que fait Donald Trump. Bon, d'ailleurs, c'est juste, oui. D'ailleurs, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a quand même un vrai pouvoir de Wall Street et des grands hedge funders qui ont convoqué Miran et lui ont passé un grand savon, et ça a retourné la position. Parce que si vous pourrez dire à Trump que s'il veut être celui qui a créé un crack out of the blue dans une économie qui va bien, qu'ils prennent 3 mesures comme ça. Et ce qui est rappelle juste, Guillaume, Stéphane Miran, parce que, bon, c'est la cellule grise une des cellules grises de Donald Trump. Je ne sais pas si elle est grise d'ailleurs. Oui, bon, enfin, en tout cas, c'est l'un des conseillers économiques de Donald Trump. Il a fait Harvard et il a défendu cette idée qu'il fallait avoir un dollar de plus en plus faible, voire que le dollar ne soit plus monnaie de réserve des États-Unis, en imaginant un accord du Plaza bis, mais cette fois-ci pas à New York, à Mar-a-Lago en Floride, pour repenser complètement la manière dont le reste du monde détient des obligations américaines. Et détient du dollar ou pas d'ailleurs. Mais globalement, le Big Beautiful Bill... Oui. Il est big, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est beautiful? J'en doute fortement. Et ce que je trouve très intéressant dans la dernière séquence, c'est quand même l'opposition de Musk à Trump, expliquant il allait dans la mauvaise direction. C'est-à-dire qu'il y a eu un espoir, entre guillemets. Moi, je n'avais pas un procès d'intention vis-à-vis de, je ne sais pas, comme Dany, en disant dès le début, je pense, mais même s'il avait peut-être des intuitions qui vont se révéler justes. Mais il y avait quand même dans le Doge une expérience incroyable, puisque ce que connaissent les États-Unis, c'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est-à-dire par rapport à ce principe de toute administration qui a tendance à s'étendre, la loi de Parkinson au rythme de 7% par an, il fallait s'y attaquer par un mouvement brutal. Alors Musk, il a beaucoup de défauts, mais il est très très efficace. Là on va être en désaccord. Et il a donc commencé, et on voit que finalement... ça s'arrête. Le résultat est quand même peau de chagrin par rapport aux effets d'annonce. Ça, c'est très inquiétant sur la dérive absolue des comptes publics américains. Alors, 2 choses. Oui, Dany Lang. Juste rapidement.
Premièrement, il n'y avait pas de procès d'intention. Une fois de plus, lors du premier mandat de M. Trump, j'étais beaucoup plus mesuré sur un certain nombre de choses et plus critique sur d'autres. Il n'y avait pas de procès d'intention. Je jugeais les annonces par rapport à leurs effets macroéconomiques. Et je suis en désaccord avec vous sur le Doge, parce que l'idée du Doge, c'est quand même de couper massivement dans les dépenses publiques. M. Musk n'a jamais compris qu'un État n'est pas un ménage ni une entreprise. Une entreprise ou un ménage qui fait des économies dans une situation difficile, c'est légitime. Quand l'État coupe dans la dépense en situation difficile, ça fait baisser ses recettes. Ne l'oublions jamais, ça n'est pas la même chose. Et ça, M. Musk ne l'a toujours pas compris aujourd'hui. Enfin, un pompier, pour vous donner les chiffres quand même, c'est intéressant, Denis, parce que ça va peut-être relativiser. J'ai un ami qui revient des États-Unis, là, il avait loué une maison qui appartenait à un couple de... Lui était pompier, elle était institutrice. Et aux États-Unis, vous pouvez voir les revenus des gens dans des sites de transparence. Lui gagnait $250 000 et elle $100 000. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a des coûts de fonctionnement qui sont importants. C'est donc un débat assez différent de celui qu'on a en France où les fonctionnaires ne sont pas très bien payés. Et ça, c'est vrai. La fonction. Donc, c'est pour ça. Et que donc, dans le Doge, il y avait quand même quelques idées en disant il faut pouvoir arrêter un certain nombre de dépenses. Oui, mais enfin, dans le Doge, ce qu'ils ont fait, c'est surtout arrêter. Finalement, ils se sont tirés dans le pied. Trop idéologique. Ils ont arrêté notamment avec l'USAID quelque chose qui garantissait une influence américaine dans le monde. Donc c'est absurde du point de vue des propres objectifs. Ça a été fait assez aveuglément à tel point qu'on s'est rendu compte. Non, mais c'est stupide. C'est absolument stupide. Non, mais ne nous arrêtons pas à ça. Le mouvement était important. Attention. Jean-Pierre Petit. Alors, moi, en termes de croissance américaine, que je fais des prévisions assez régulièrement, moi j'ai 1,7% de croissance aux États-Unis. La Banque mondiale est sur 1,4 là cette année. Oui, on va voir. Avant Trump, j'étais à 2,3, 2,4. Il y a une différence, mais c'est pas non plus... Oui, mais quand même, 1% de croissance. Si on pouvait avoir 1% de croissance en plus, moi je signe. C'est même pas 1, enfin c'est un peu moins de 1. Bon. Oui, d'accord, mais... Le T2 pourrait montrer des surprises. Mais enfin bon. Après, il y a les déficits publics. Alors les déficits publics, ils ont augmenté depuis longtemps aux États-Unis. Hein. Alors, il y a quand même des différences. Alors, il y a effectivement, il y a une analogie avec la France, c'est que le déficit public structurel augmente. C'est-à-dire que même quand il y a une amélioration de la conjoncture, il se dégrade quand même. Alors, et ça, c'est l'analogie avec la France. Alors, je veux dire les différences quand même. C'est que moi, je m'inquiète beaucoup moins pour la soutenabilité de la dette fédérale américaine, même si elle est la dette publique, plus exactement, parce qu'il faut comparer les choses comparables avec notamment la dette des États fédérés, des comtés, etc. On est un peu supérieur, 10 points de plus de celui de la zone euro. À peu près, en pourcentage du PIB. Néanmoins, je pense que c'est plus soutenable aux États-Unis, d'abord parce que la croissance potentielle, elle est au moins de 1 point supérieure, donc si tu lises sur 10 ans, ça fait beaucoup. Les dépenses liées au vieillissement, qui vont beaucoup augmenter, comme vous le savez, en Occident, sont beaucoup moins importantes aux États-Unis qu'en Europe. Le niveau des recettes publiques, alors ça c'est très intéressant, les recettes publiques, c'est-à-dire les recettes fiscales et l'ensemble des recettes publiques, c'est-à-dire les contraventions, enfin tout ce que vous 39. savez, les recettes non fiscales, comme on dit. Les recettes non fiscales. Parce que on est sur 32-33 aux États-Unis, on est sur 52 en France. Il y a 20 points d'écart. Donc moi je suis pas quasiment. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre pour aller chercher des recettes supplémentaires. Comme sous Clinton, rappelez-vous les déficits jumeaux qui augmentaient dans les années 80 sous Reagan à cause de l'augmentation des dépenses de défense et la baisse des impôts. Qui c'est qui a résolu ça? Enfin, comment ils ont résolu ça? Par l'augmentation des impôts sous William Clinton. Et puis il y a le dollar. Alors je sais bien qu'il y a une méfiance, il y a une défiance qui est née là depuis quelques semaines sur le dollar. Mais sur le long terme, ça m'étonnerait quand même que le dollar perde, enfin à horizon 10 ans, son statut de référence mondiale. Donc au total, je pense que la soutenabilité globalement, la soutenabilité générale, j'ajouterais qu'un dernier point, c'est que sur la dérive du déficit public au cours des dernières années, notamment sous Biden, c'était pour de bonnes raisons quand même. L'IRA, tout le monde reconnaît que ça a quand même eu un effet très positif, notamment sur la transition énergétique, etc. Oui, c'est une vraie politique industrielle. Voilà. Quand on voit les montants, Chips Act. Le Chips Act sur la tech, sur la tech et les semi-conducteurs. Voilà, donc tout ça a joué quand même. Et sur les infras aussi, il y a eu un effort sur les infrastructures américaines, qui étaient les infrastructures traditionnelles, notamment de transport, qui étaient assez délabrées. Il y a eu donc le Bill Act, je l'avais oublié celui-là, le Bill Act sur les infrastructures. Donc ça a été des déficits publics qui ont augmenté
très probablement la croissance C'est potentielle. du bon cholestérol. Oui, mais- c'est le côté mais bon pardon, cholestérol. pardon. Ah non, il y avait Dany voulait réagir. Non, il a et puis déjà Guillaume- réagi. Non, il n'a pas réagi là. Si. Alors, Bon, alors, Guillaume, allez-y. ce que dit Dany, juste ce que après. dit Je sais pas sur quoi Jean-Pierre vous vouliez réagir, Dany. est vrai, modulo quelque chose, il ne faut pas qu'on ait un effet boule de neige par la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on Oui. considère qu'on va tenir à 4,5% sur la dette 10 ans américaine, peut-être qu'on va aller à 5, mais personne n'imagine un scénario de hausse des taux complémentaires. C'est ce que Alors, j'allais vous dire, Jean. il n'aura peut-être pas J'allais lieu répondre. parce que les taux courts américains vont être baissés, que pour l'instant il n'y a pas d'inflation. Mais enfin, personne ne sait très bien que si cette politique de tarifs s'applique, quel effet final elle aura-t-elle ? Tout le monde se demande si ce seront les entreprises qui baisseront leurs marges, si ce sont les exportateurs qui baisseront leurs prix. Mais il n'est pas exclu complètement qu'il y ait une inflation. Si en plus il rajoute 2-3 bêtises comme le fameux article dont vous parliez, 899. et qu'on est dans un climat général un peu d'inquiétude, les taux d'intérêt peuvent grimper à 5, 5,5, et là 6%. Comment ça va être chaud, là, hein. Et là 6%, avec le profil de déficit budgétaire des États-Unis pour les 10 ans à venir, là, on pourrait avoir un accident. Si ce à quoi s'ajoute une faiblesse du dollar, moi je suis aussi d'accord avec Jean-Pierre, c'est que à long terme, le dollar, d'ailleurs, depuis 50 ans, depuis l'échange flottant, et si on reconstitue l'euro à partir du Deutschmark, on est à 1,15 de prix moyen sur la période, sur 50 ans, avec des fluctuations, mais ça a tenu. Mais il y a de temps en temps de graves fluctuations, et là, il ne faudrait pas l'avoir, parce que là, vous auriez un effet cumulatif. Qu'est-ce qui va se passer, Guillaume, si jamais on va à des taux nominaux à 6 ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, dans les années 70 ou après Lehman ? La Réserve fédérale va intervenir. À chaque fois qu'il y a des graves crises de soutenabilité, la Réserve fédérale fait tout pour faire tomber le taux réel. Je te rappelle qu'on est sous la allé croissance à potentielle. combien on est allé sur les bonds au maximum sous Volcker ? Ah bon, Sous Volcker. On est allé. Volcker, Oui, mais c'est les- oui, mais c'est les fin des anti- années, début les des années anti- 80. hein. Non, mais les anticipations Fin des d'inflation étaient à 2 Mais chiffres. René, mais Oui. Volcker, c'est un. Mais c'est. Non, mais On est Volcker, allé à c'est l'épisode une de l'histoire. politique monétaire de malade. On est C'est allé- mais- un Non, taux mais pas directeur ensemble, à mais là, 20%. oui, on Quand est ça- bon. ce que je voulais dire, je ne dis pas que ça va se passer mal, on dit s'il y a un ensemble d'effets qui font que ça va mal, les taux, la Fed, et surtout si tout d'un coup la Fed dit non, parce que c'est à cause de la politique budgétaire, de l'inflation, on a des taux qui peuvent aller, et ça n'est plus du tout dans la psyché humaine ni des marchés. On n'imagine pas revivre Volcker Non, 79-80, j'espère tant c'était particulier. Sur l'histoire du dollar, je vous fais réagir, Dany, j'admets qu'il y a un débat aujourd'hui pour savoir si le privilège exorbitant du dollar est éternel. Tous ceux qui observent ça à la tête froide considèrent qu'on n'a pas d'alternative crédible au dollar aujourd'hui. Dany Lang, allez-y, je sais demande pas la sur parole quoi- depuis un moment. Voilà, je ne Vas-y, sais pas à sur la quoi vous vouliez repartir, mais moi, sur la Mais j'ai différence- pas mal de points d'accord avec ce qui a été dit, et notamment, je pense qu'effectivement, les Américains sont dans une meilleure situation que nous au jour d'aujourd'hui, notamment grâce aux politiques qui ont été menées sous Joe Biden et qu'ils ont davantage de marge de manœuvre. Il ne faut pas oublier non plus que les obligations d'État américaines sont garanties par la Banque centrale, ce qui fait des obligations d'État américaines Comment ça, des... c'est garanti par la banque ? si l'État fédéral ne vous rembourse pas, la Fed vous rembourse, Non. ce qui n'est pas le cas. Juridiquement ? Si, juridiquement, c'est garanti par la Banque centrale, ce qui fait que... Ça mérite qu'on interroge ChatGPT, là. Non, mais aux J'ai États-Unis... jamais entendu dire qu'on avait une garantie Aux États-Unis, de en payeurs en Angleterre, etc., vous avez des obligations d'État qui sont garanties par la Banque centrale, ce qui n'est pas le cas dans la zone euro. Donc, et au Japon aussi, ce qui fait que... La Banque centrale est c'est- payeuse en dernier ressort. Oui, mais disons, l'existence même de cette chose fait qu'on n'en aura jamais besoin. Vous comprenez bien. Oui, je vois ce que Parce vous que voulez dire, les mais- agents l'intègrent. C'est comme le fameux taux minimum que touchent les banques s'ils laissent leur argent sur le compte de la Banque centrale. Elles n'y ont jamais recours, mais l'existence crée un minimum sur le marché. C'est quelque chose qui vous permet d'ancrer les anticipations des banques centrales. Maintenant, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Les États-Unis sont dans une... Il faut se rappeler, vous parliez tout à l'heure de déficit jumeaux. Il faut quand même se rappeler que si le secteur privé doit faire un excédent alors que vous avez un déficit extérieur, ça veut dire qu'il faut accepter un déficit, un déficit budgétaire. Sinon, vous aurez un privé qui aura un solde nul. Donc ça, c'est une identité fondamentale sur laquelle est basé les déficits jumeaux dont vous parliez tout à l'heure.
Donc il ne faut pas l'oublier, cette identité fondamentale. Si on veut que le privé continue d'accumuler des actifs, il faut accepter à ce moment-là. Et c'est aussi le paradoxe de Triffin, c'est-à-dire que depuis l'apparition d'échanges flottants, les accords de la Jamaïque et surtout la sortie par Nixon en 71 de la convertibilité hors du dollar, la nouvelle monnaie mondiale, et c'est pour ça que vous disiez elle s'impose, c'est le dollar, mais pour qu'il y ait une croissance mondiale, il faut qu'il y ait beaucoup de dollars. Pour qu'il y ait beaucoup de dollars, il faut quoi ? Qu'il y ait beaucoup de déficit américain. Bien sûr, oui. Et donc c'est à la fois une facilité pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement dépenser autant qu'ils veulent, et de l'autre côté, c'est une facilité pour le reste du monde qui du coup a assez de monnaie pour fonctionner. Et donc paradoxalement, mais en même temps, vous êtes appuyé sur une monnaie qui vaut moins puisque le pays est quand même un pays déficitaire. Donc c'est ça que le Triffin appelait ce paradoxe. Et donc si vous voulez resserrer le déficit, eh bien vous allez assécher la monnaie disponible pour les échanges internationaux, et donc c'est pour ça qu'il va y avoir des recherches d'autres monnaies. Il ne faut pas négliger les volontés des BRICS, justement, de faire émerger un nouvel ordre mondial. On en est loin, mais on en est très loin, mais l'Inde, la Chine, etc., sont quand même à l'affût de la moindre bêtise, du moindre faux pas des États-Unis. On marque une pause. On va évoquer